Bonjour à tous, bonjour à ceux qui arrivent. Bonjour, Bonjour. Bonjour. bonjour à tous. On attend que les gens s'installent confortablement dans leur canapé, chez eux, devant leur écran. Peut-être qu'il y a des gens qui nous projettent sur leur grand écran, sur un vidéoprojecteur dans leur salon, qui nous voient en grand. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens Bonjour qui sont, Véronique. il y a peut-être des gens qui sont à la montagne aussi, hein, on ne sait pas, qui Bonjour viennent peut-être. Christine. Je vois que Christine Beauchemin-Flo, coprésidente du SCAR, qui vient de se connecter. Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour Denis. Alors normalement, le conseil d'administration du SCAR est toujours à la 25e rangée en randonnion. On attend Fred, on attend Cela, Pascal Robin, Frédéric Dupéré. Ils sont où? voilà, Eva je pense qu'elle est Picasso. là. Bonjour. Eva est là. Voilà. Eva est là. Eva nous dit bonjour. Eva qui nous a rejoint au CA du Voilà. SCAR cette année. Voilà. Sandrine Guénard du SLEC, qui Bonjour est là aussi. Sandrine. Bonjour Sandrine. On a le film français. Bonjour Kevin. Bonjour Kevin. Toujours fidèle aussi, plutôt au Oui. deuxième rang. Et Sylvain Pichon, qui est déjà venu au laboratoire présenter une initiative. Ouais, Stéphanie Dalfer, salut. Et Et voilà, chez donc, Tool, voilà le box office pro. alors, eh bien, on va pouvoir démarrer ce laboratoire des initiatives, le laboratoire des initiatives du Sommet des Arcs, qui est un rendez-vous bien connu des habitués, puisqu'il existe depuis maintenant 2014, et qui consiste à recevoir, nous on identifie en fait au préalable des initiatives avec le SCAR, des initiatives qui nous semblent innovantes dans leur usage ou dans leur technologie, qui nous semble intéressante pour les salles ou les distributeurs pour stimuler la fréquentation du public notamment. Cette année est une année un petit peu particulière puisqu'on a thématisé notre sommet et ça on va vous l'exposer juste après, mais avant ça je tiens à remercier l'Oscar pour sa collaboration toujours très précieuse sur l'organisation de ce sommet, quelle que soit la forme de notre sommet, et donc de remercier et saluer Béatrice Boursier qui est donc là parmi nous, et Sylvain Clochard qui vient aussi représenter le SCAR, et je vous laisse tout de suite la parole. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, même si on ne vous voit pas. Voilà, le SCAR, donc le syndicat des cinémas d'art et d'essai, partenaire du Sommet des Arcs depuis la création du Sommet, je crois, et à travers notamment ce laboratoire d'initiative et à travers des ateliers, on va vous retrouver aussi un petit peu plus tard avec les ateliers. Donc moi, je voulais évidemment remercier chaleureusement toute l'équipe du festival, donc Jérémy Zelny qui est parmi nous, Pierre-Emmanuel Florentin et Guillaume Callot, et puis bien sûr Anne Pouliquin, voilà, la grande organisatrice de ce sommet, qui voilà, chaque année voilà, met tout son talent dans l'organisation. L'année dernière, vous aviez bravé les grèves, la tempête pour faire venir une centaine de professionnels de toute l'Europe aux Arcs. Bon, cette année, vous avez en quelques jours réorganisé tous les événements professionnels en ligne, donc un grand bravo à chaque fois de votre efficacité. Et puis voilà, on va essayer de vous transmettre toute la chaleur, toute l'ambiance qu'il y a d'habitude en vrai aux Arcs, voilà, à travers les écrans dans vos salons. Mais bon, je crois que vous êtes très très nombreux cette année à pouvoir suivre du coup le sommet, et on espère que voilà, tous les participants et participantes de cette année vont se retrouver aussi l'année prochaine aux Arcs, en vrai. Bon, je vais laisser Sylvain Clochard, donc, qui est co-vice-président du SCAR. Oui, Frédéric Dupéré, la co-vice-présidente, est aussi derrière son écran, là. Donc, je vais te laisser en 2 minutes présenter peut-être le SCAR. 2 minutes, hein, Sylvain. Non, je vais pas prendre la parole très très longtemps parce que tu as déjà presque tout dit. Le SCAR, c'est ce syndicat des cinémas indépendants que la CRSC, qui regroupe plus de
800 écrans, plus de 400 cinémas aujourd'hui, avec cette équipe que je représente aujourd'hui du conseil d'administration qui essaye d'être le plus possible dans l'action depuis qu'elle est en responsabilité et de vous proposer des choses, en tout cas de proposer au SCAR une action la plus diverse et la plus variée. Et ce sommet des arts, ce partenariat maintenant qui est de longue date, il contribue parce qu'on essaye d'être sur le terrain, sur tous les terrains de notre métier. Et le thème dont tu parlais, Anne, de la reconquête du public, c'est quelque chose que l'on doit expérimenter tous les jours à travers de nouvelles formes. Et j'ai envie de dire que le SCAR se nourrit surtout de votre action et de cette collaboration parce que à chaque fois, ça nous amène tous à réfléchir sur la pratique de notre métier, c'est ça qui est important. Et puis moi, je vais jouer le rôle du candide dans cette histoire-là, je vais jouer le rôle du panéliste, c'est moi qui suis affiché à l'écran, mais je vais essayer de me faire le porte-parole de tous ceux qui sont de l'autre côté, que je vois sur la conversation là, pour poser les questions les plus pertinentes, on verra, sur ce que vous allez nous proposer. Merci à vous. Merci beaucoup Béatrice et Sylvain, merci d'être là parmi nous. Ce laboratoire va être animé par Aurélien Dauge, que la plupart d'entre vous connaissent, au nom de Débriefilm. Bienvenue Aurélien, merci d'accepter d'animer ce laboratoire. Et avant de te donner la parole et d'entamer l'exploration de la première initiative, je voulais vous présenter davantage. Alors, Jérémy Zelnik, qui est ici, qui est responsable des événements professionnels du Festival des Arcs, que la plupart d'entre vous connaissent également, va vous parler donc de cette thématique forte et de ce qu'on met en place, une opération un petit peu particulière. Alors, il faut que avec mon micro, ce sera mieux. Ouais. Bonjour à tous. D'abord, un petit mot aussi pour remercier le SCAR et Béatrice qui sont partenaires depuis le début et qui ont contribué, je pense, aussi à nous aider à grandir, à ce que le sommet nous aide cette année plus de 700 accrédités déjà, donc c'est assez spectaculaire. On est très contents. Et voilà, un petit mot aussi au nom du festival, remercier à nouveau toute l'équipe du SCAR et Béatrice en particulier. On avait déjà réfléchi avant que la situation soit celle qu'elle est aujourd'hui, à un programme avec Anne qui soit plus long et sur toute l'année. Donc c'est ça dont on veut vous dire un mot. On ne va pas vous rentrer dans le détail aujourd'hui, mais l'idée c'est que le sommet, non seulement il est plus long cette année puisqu'il dure un mois, mais en plus il va avoir un programme qui va se poursuivre sur toute l'année prochaine et qui va donc s'appeler Futur Art Cinéma. Autour de la question de la reconquête des publics et en particulier des 15-30 ans. Donc c'est une thématique vraiment centrale aujourd'hui, je pense, et pour vous et pour les pouvoirs publics, etc., qui est vraiment importante. Donc on va le décliner. Peut-être Anne, tu peux expliquer, je ne sais pas dans quelle mesure on rentre dans les détails, mais Non, alors en fait, effectivement, on a réfléchi depuis 3 mois déjà à comment thématiser le sommet cette année avec tout ce qui s'est passé en 2020 et quels pouvaient être aussi les besoins. On voulait travailler sur un sujet de relance, on ne voulait pas compter les morts, on voulait plutôt voir l'avenir et travailler sur un sujet de relance, la reconquête des publics et notamment les jeunes, les 15-30 ans et le cinéma indépendant de manière générale nous a semblé être une thématique forte, qui n'est pas neuve certainement, mais qui fédère les gens et surtout peut initier une dynamique d'innovation forte. Voilà. Et on a souhaité profiter aussi de cette période où beaucoup de choses se font en ligne pour ne pas prévoir des éditions de festivals par défaut, mais vraiment profiter de cet espace-là. Et donc, on a décidé de lancer ce programme qui est un programme d'action et de réflexion qui va durer 1 an et qui s'appelle Futur @ Cinéma. C'est futur@cinéma. Pour ceux qui connaissent le sommet, vous savez qu'il existe une opération qui s'appelle le Hackathon du cinéma, qui est un concours où on fait venir des professionnels du digital pendant 48 heures au sommet et ils travaillent avec les professionnels du cinéma à développer en 2 jours un outil ou un projet pour les salles, les distributeurs ou les spectateurs. Nous avons décidé d'inclure ce concours dans cette thématique de reconquête des publics et de jeunes dans Futur @ Cinéma et de le transformer en un challenge qui va durer plusieurs mois de manière à ce qu'on aboutisse à des projets qui soient vraiment concrets
Et ce challenge débutera en mars. Vous serez bien sûr tous informés des appels à candidature et de plus amples informations d'ici quelques semaines. Mais voilà, nous souhaitions que ce laboratoire soit la première étape de cette opération. Futura Cinéma, c'est un événement qui aura lieu à la fois en ligne, mais aussi dans d'autres festivals. Voilà, nous avons pour ceux qui ont aussi vu notre petite conférence de presse filmée aux Arcs, on en disait aussi un mot, mais l'idée c'est qu'effectivement ça va être sur toute l'année, ça va être l'occasion de collaborer avec d'autres festivals. On trouve que c'est important le côté dans ce contexte collaboratif et s'associer à d'autres manifestations. Donc on a d'ores et déjà annoncé qu'on travaillerait avec le festival d'animation d'Annecy, le festival La Rochelle Cinéma. Voilà, il y aura peut-être d'autres collaborations, mais déjà ces deux-là sont actés et on vous donnera effectivement, comme le disait Anne, plus de détails à la fin du sommet. Voilà. Donc, et le challenge est aussi, voilà, ce serait le hackathon, et on en a fait 3 éditions, si je ne dis pas de bêtises, et d'ailleurs on va avoir l'occasion de présenter un des projets aujourd'hui. Mais l'idée est aussi de contribuer à accompagner encore plus de projets et à les mener encore plus à leur aboutissement. Ça sera l'idée aussi de ce challenge, non plus sur 2 jours, mais sur 9 mois. Donc, nous allons pouvoir commencer ce laboratoire. Donc, ce laboratoire qui est en 2 parties. La première aujourd'hui, la seconde qui se tiendra mardi 1er décembre. Vous avez d'ores et déjà sur notre site le détail des interventions. Je tiens à remercier Agathe Boismorand et Étienne Lelouache qui sont l'assistante du SCAR et l'assistante du sommet qui ont vraiment collaboré à l'organisation de ce laboratoire. Si vous voulez les applaudir, vous pouvez faire clap clap dans le petit chat. Merci Anne de reprendre la parole là-dessus. Voilà. Et donc on va accueillir la première initiative qui s'appelle Affiche ton soutien. Étienne, je vais te demander de faire rentrer nos panélistes. Affiche ton soutien, c'est parti d'un projet qui a remporté le prix du hackathon du cinéma l'an passé pour ceux qui étaient présents au Sommet des Arcs. Et donc je laisse la parole à Aurélien. Et merci. Bonjour à toutes et à tous, ceux qui viennent d'arriver notamment, parce que je vois que vous continuez d'arriver. Je suis ravi d'être une nouvelle fois ici pour vous parler du laboratoire. On va vraiment parler d'expérimentation, et notamment là dans la première initiative, puisque, comme tu le disais Anne, c'est suite en fait au Sommet des Arcs de l'an passé. C'est presque d'une certaine façon le prolongement de l'édition 2019, puisqu'il y avait eu ce fameux hackathon qui avait été remporté par l'agence Simone, représentée par Corentin Bourré. Bonjour Corentin. Bonjour à tous. Qui donc avait gagné l'an passé au hackathon un projet qui était lié à la réalité augmentée et comment justement insérer la réalité augmentée dans votre expérience d'exploitant et dans votre relation avec les spectateurs. Et ce projet a donné lieu en fait lui-même à une suite qui a été faite, qui est née pendant le confinement. Ils vont nous expliquer comment, grâce d'abord aux relations entre Ulule et Simone. Ulule représenté par Léo Frémaux. Bonjour Léo. Donc Ulule, vous avez peut-être suivi déjà la formation de l'autre jour qui est passionnante. Vous pouvez toujours la voir en replay d'ailleurs, soit sur la page du sommet, soit sur celle de Débriefing. Et donc, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, mais toi, tu es partenaire du hackathon et tu as gardé contact, si j'ai bien compris, avec Corentin. Et suite à ça, vous vous êtes posé des questions par rapport au confinement et comment cette fameuse question, faire revenir le public dans les salles à l'issue de ce confinement et comment fidéliser ce public qui, malheureusement, ne pouvait plus se rendre dans la salle. Effectivement, en fait, avec Ulule, ça fait 2 ans qu'on est partenaire du hackathon et donc on suit les initiatives qui y naissent. À la suite de ce hackathon, on a donc repris contact avec Corentin pour imaginer des solutions ou d'autres choses qui pouvaient arriver plus tard. Alors, on imaginait à ce stade pas du tout, évidemment, ni le Covid ni le confinement, mais bon, les deux sont arrivés. Pendant le confinement, on s'est demandé comment l'alliance de nos 2 métiers, de nos 2 spécialités pouvait fonctionner. Et effectivement, ça a donné lieu à l'exemple qu'on va
et à l'initiative qu'on va voir juste après avec les cinémas stars et avec l'opération Affiche ton soutien. Mais effectivement, l'idée, c'était, donc on a beaucoup discuté avec Corentin dans un premier temps, puis avec des professionnels de la filière, dont Anne, évidemment, sur les deux grandes problématiques qu'on rencontrait pendant la période du Covid, qui étaient potentiellement la baisse de trésorerie et deuxième point, la reconquête des publics à la suite de ce confinement, et en tout cas l'attachement au public au cinéma à la suite de toute cette période. Malheureusement, ça reste extrêmement d'actualité. Mais donc voilà, on a pensé de là une opération un peu clé en main qui pouvait correspondre à ces deux problématiques et qui était relativement simple d'accès à toutes les salles qui auraient pu en avoir besoin. Voilà. Est-ce que, Corentin, tu peux nous rappeler peut-être en quoi consistait ce que tu avais initié au Sommet des Arcs l'an passé et que tu as donc prolongé par la suite? Oui, bien sûr. Du coup, je vais partager mon écran, comme ça vous pouvez voir. Et après, bien sûr, on passera la parole aussi à Fleur, qu'on salue, qu'on n'a pas eu le temps d'introduire, mais qui nous… Ça va venir, ça va venir. Voilà. Alors du coup, moi je fais partie de l'agence Simone. Donc on est une agence digitale créative et on bosse essentiellement sur la réalité augmentée. Donc on travaille pour des marques, des organisations, des œuvres caritatives. Et en fait, on a vu une pub pour le hackathon l'année dernière et on s'est dit, c'est toujours dans notre objectif d'essayer d'expérimenter la réalité augmentée dans différents domaines et on s'est dit que ça pourrait être vraiment intéressant de voir ce qu'on pouvait apporter au cinéma. Et donc, je ne sais pas si peut-être qu'il y a des gens qui font partie qui regardent aujourd'hui, qui étaient dans la salle quand on a présenté ça, mais l'idée c'était… Donc, je tiens à dire, ce n'est pas juste nous, l'agence Simone, on était aussi avec Olivier qui faisait partie du GRAC de la région Rhône-Alpes. Oui, c'est ça. Et Sigrid des cinémas Émeraude, qui nous ont vraiment apporté toutes les informations que nous, on avait besoin parce qu'on n'est pas du tout de l'univers du cinéma. Et donc, en fait, on a travaillé en 2 jours sur cette idée de programme en réalité augmentée. Et pourquoi pas aussi essayer de s'installer chez les gens avec, par exemple, un calendrier qui, toutes les semaines, pouvait mettre en avant des films. Donc, par exemple, comme ça, en filmant le calendrier, on pourrait découvrir les films de la semaine et notamment aussi les événements pour essayer de vraiment mettre en avant ce qui se passe au sein du cinéma. Juste, je me permets de t'interrompre pour… Excuse-moi, ouais. Par rapport à ce que tu viens de dire, qu'on soit bien clair, parce que tous ne connaissent peut-être pas. On va faire un petit sondage d'ailleurs pour savoir si vous avez déjà entendu parler de réalité augmentée, si vous la pratiquez déjà. Ça peut être pour le cinéma ou pour autre chose évidemment. Pour le cinéma, c'est encore peut-être un peu balbutiant. Mais qu'on soit bien clair, Corentin, quand tu dis il y a un calendrier chez soi et on voit quelque chose en réalité augmentée, c'est en passant le téléphone devant, il y a quelque chose qui s'affiche dans la lunette, enfin dans la vidéo du téléphone sur différents endroits chez soi, en gros, c'est ça? C'est ça. En fait, nous, on est capable de détecter avec le filtre, de dire qu'avec cette image, ça enclenchera quelque chose. Et c'est pour ça qu'on l'a décliné vraiment sur différentes manières. Ça peut être une affiche sous un abribus, un calendrier à la maison, un sticker qu'on met sur notre ordinateur qui permettra de déclencher ce filtre à chaque fois qu'on filme ça. Et c'est vraiment l'idée de reconnaître quelque chose que nous, on prédéfinit avant et ensuite qui va se mettre à jour automatiquement. Donc, c'est vraiment via une image qui reste fixe, avoir quelque chose qui est modifiable toutes les semaines. Voilà, donc comme on le voit, là, vous êtes majoritairement pas trop enclin à pratiquer en ce moment, en tout cas, la réalité augmentée, hein, puisque 48% d'entre vous n'ont jamais pratiqué pour l'instant une forme de réalité augmentée et même 6% disent la quoi. Donc, c'est important de bien repréciser aussi les bases de ce principe, c'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression que dans votre univers, vous voyez des choses s'afficher à des endroits, il y a quelque chose vraiment de magique, hein. Flore pourra nous en témoigner dans quelques instants, mais c'est vrai que ce n'est pas seulement un QR code, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Et c'est un exemple qu'on avait montré aussi à la fin de notre présentation qui était assez rapide, c'était avec l'accréditation des arcs. Les gens pouvaient filmer cette accréditation et voir le programme du lendemain du sommet. Donc, c'était vraiment aussi, on a montré
en direct pendant cette présentation que c'était quelque chose de tangible et qui fonctionne. Et donc, en fait, suite à ça, comme Léo l'a dit, on s'est rencontré avec Léo pour parler un peu de la suite. Et peut-être, Léo, tu veux intervenir peut-être pour comment le projet a évolué pour devenir un peu plus, surtout à cause de la période du confinement. Oui, complètement. Bah, du coup, effectivement, de cette réalité-là qui avait été appliquée pendant le sommet à différents cas d'usage, notamment l'accréditation, on s'est donc posé la question de comment les exploitants pourraient organiser des levées de fonds qui répondraient certes à l'aspect économique, mais sans tomber dans l'appel à fonds classique, comme vous pouvez le voir sur des cagnottes Litchi ou ailleurs, tout en ayant un intérêt aussi pour la suite. Et la suite qui s'annonçait de toute façon, qui était le déconfinement et donc le retour des spectateurs dans les salles. Et dès le premier confinement, il y a eu la problématique qui s'est posée, ou en tout cas l'inquiétude de, après autant de fermetures, comment les gens vont revenir. Et du coup, on s'est posé la question de quel support serait le plus tangible et intéressant, il pouvait faire sens au global. Et donc, très vite, on s'est orienté vers l'affiche, en se disant qu'une solution clé en main, en tout cas c'est celle qu'on a proposée et qu'on présente aujourd'hui, ce serait donc d'organiser des préventes d'affiches via une campagne de financement participatif sur Ulule, et que cette affiche serait le support de la technologie en réalité augmentée. Et alors pourquoi la réalité augmentée là-dessus? Donc la prévente d'affiches a un intérêt qui est la prévente donc d'un objet qui nous permet de récolter des fonds. Et d'appliquer cette réalité augmentée permet en plus de véhiculer de l'information qui sera précieuse, en tout cas dans l'idée de base, à la réouverture de la salle, ou en tout cas au lien qui est fait avec le public. Plus, évidemment, l'affiche étant un objet qu'on met chez soi et donc qui reste dans l'univers de son public. Donc on répond à travers une seule opération à plusieurs problématiques, qui est la levée de fonds via la vente des affiches, le lien avec le public via la mobilisation et l'engagement, et 3, le lien qui perdure et la reconquête, ou en tout cas la remobilisation du public après le confinement, ou en tout cas sur la durée, puisque l'affiche reste chez les gens. Et l'affiche faisait un autre sens, et qui a été aussi un peu, bien développé par Flore pour le coup, qui était de dire, on ne fait pas seulement une affiche banale, mais on va chercher aussi des artistes avec lesquels on a l'habitude de collaborer pour les exploitants. Et potentiellement, on fait aussi travailler le tissu local, donc avec un ou une artiste, un imprimeur ou des imprimeurs locaux, et ça crée en fait une chaîne vertueuse autour d'un projet qui est voilà, la levée de fonds autour de la vente d'affiches. Voilà. Dans les grandes lignes, comment ça s'est fait et comment est née un peu l'initiative qu'on va voir juste après. Et donc là, je vais peut-être me tourner vers Flore. Est-ce que, Corentin, tu peux arrêter le partage d'écran si c'est possible? Voilà, on va se retrouver tous de visu. Bonjour Flore. Bonjour. Donc toi, tu as été contacté à ce moment-là par Ulule et par Corentin. C'est ça, pendant le confinement. C'est ça. Vous vous demandiez quoi faire pour. Voilà, en fait, dès l'annonce de la fermeture des salles, on s'est tout de suite interrogé sur. Voilà, on était à la recherche d'une idée pour notre relation client. On a eu immédiatement des réactions de fidèles qui disaient mais comment est-ce qu'on va faire, comment faire pour vous aider, comment on peut participer. Alors évidemment, le discours habituel, c'est en venant en salle de cinéma voir des films, mais donc là, ce n'était pas possible et il fallait trouver quelque chose. On avait déjà expérimenté justement dans cette relation aux spectateurs et spectatrices fidèles, la commercialisation de tote bags, voilà, d'objets comme ça qui créent du lien. Et c'est vrai qu'on s'interrogeait, mais sauf qu'il y avait un peu un flou artistique, tout simplement, de comment s'y prendre sans avoir de solution dématérialisée. Et quand Léo et Corentin m'ont appelé pour proposer cette solution, cette proposition en tout cas clé en main, ça a en fait fait sens immédiatement parce que ça réunissait tout ce qu'on avait comme ça en maturation, puisque ça nous proposait de faire l'expérience d'une opération avec Ulule, puisque ça, on n'avait jamais mis en place quoi que ce soit.
Et c'était assez clair que justement, c'était différent d'un appel à dons, puisqu'on n'avait pas du tout l'envie de passer par un appel à dons dans le cadre de la fragilité économique de nos salles, mais on avait vraiment besoin de trouver un relais là-dessus pour la trésorerie. On avait la possibilité donc de prévendre en ligne, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, sur notre site internet, on n'a pas de possibilité de prévendre des goodies. Donc, par exemple, on était limité sur notre site internet. Donc, quand on a eu cet appel, comme on connaissait on avait participé au hackathon l'année dernière à travers une solution de chatbot, et on avait découvert donc les propositions de réalité augmentée. Nous, on avait fait l'expérience au niveau des cinémas stars de la réalité augmentée à travers du street art augmenté. Sur nos portes de sortie au Star, on a un stickers taille affiche qui permet en fait effectivement de voir cette affiche s'animer, devenir un mini-film. Donc ça, c'est sur l'une des portes de sortie de nos salles, et on avait fait une exposition dans la rue avec justement les francoleurs qui ont développé des visuels en réalité augmentée. Et donc tout ça faisait sens dans la rue du jeu des enfants d'avoir voilà, d'utiliser cette solution. Et surtout, voilà, autour d'un objet affectif, symbolique, l'affiche, c'était voilà, évident qu'il fallait y aller. Si ça avait été une affiche type, je ne sais pas si on y aurait été, si ça avait été une affiche générique, soutiens ton ciné. Voilà, là, ce qui était important aussi, c'était la part quand même d'appropriation qu'on pouvait avoir. Et ça, tout de suite, Léo et Corentin voilà, disaient, ben voilà, non, vraiment, il faut que vous vous l'appropriez, il faut que chaque salle de cinéma y aille justement de sa volonté de s'approprier le projet. Et donc, comme on travaille tout au long de l'année avec des illustrateurs indépendants, puisque Strasbourg est un bastion, vraiment, il y a un vivier d'illustrateurs indépendants avec lesquels on partage des valeurs en fait, communes. Et bien, voilà, on a fait un appel à différents illustrateurs et illustratrices et on a eu donc plusieurs propositions. Il se trouve que pour ce premier projet, on a choisi de travailler avec Nadia Disgrana, qui est donc une illustratrice. Je montre le travail parce qu'en fait, c'est elle qui a fait nos cartes d'abonnement, donc nos visuels de cartes d'abonnement. Et on trouvait voilà, qu'à travers ses collages, elle avait un univers assez cinématographique. Et donc, c'est elle qu'on a retenue. Mais dès le départ, avec Corentin et Léo, je disais, mais ça serait bien qu'on fasse même une collection d'affiches. Hein. C'était justement dans l'idée c'est pas que cette première opération. On était déjà dans la suite. Donc, là, c'était concret autour de comment aider les salles, donc en achetant un objet. Donc les gens ne connaissaient pas le visuel, ils achetaient une affiche de soutien. Ça, c'était vraiment la base. Donc même la solution technologique, elle passe dans cette opération dans un second plan. Enfin, mais elle présentait cette opportunité de titiller, ne serait-ce qu'en presse, hein, tout simplement. C'était ah ouais, mais d'accord, c'est plus quand même qu'une affiche. Il y a quelque chose derrière. Et là, pour la peine, on a testé l'expérimentation. Corentin, on pourra revenir dessus. C'est-à-dire que toutes les idées qu'on peut avoir à partir de ce qui avait été réfléchi l'année dernière au hackathon sur le programme en réalité augmentée, là, on a expérimenté donc une affiche en réalité augmentée. Peut-être que ce serait bien de montrer concrètement comment ça fonctionne. Et pour aborder tout simplement la suite du projet, c'est-à-dire que là, on a vendu donc via Ulule, il y a eu 316 contributeurs, contributrices. Il y a eu une partie des affiches aussi qui a été vendue en caisse du cinéma à la réouverture, parce que ça, quand même, il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans un objet et donc tous nos spectateurs et nos spectatrices n'utilisent pas les réseaux sociaux ou Internet, et qu'à la réouverture, c'était important de prolonger l'opération à travers une vente d'affiches directement en caisse, parce que on a beaucoup de personnes voilà, qui
Concrètement, ceux qui ont aujourd'hui cette affiche, ils ont accès à quoi en fait en réalité augmentée? Oui. Alors, Corentin, tu peux peut-être expliquer donc l'affiche, voilà, donc le résultat de la création de l'affiche. Si tu veux expliquer peut-être comment Nadia a travaillé, l'artiste, Il y a une question, Euh, elle a été vendue à quel prix l'affiche? à 20 euros. D'accord. Et donc il y a eu, tu le disais, tu peux rappeler le nombre de contributeurs? 316 contributeurs via Ulule. Avec donc des personnes qui ont acheté plusieurs affiches. Donc, on a vendu près de 400 affiches. Et en fait, nous, quand on a reçu le travail de Nadia, notre challenge de notre côté, c'était de pouvoir animer pour rendre, parce qu'on est quand même sur un travail qui reste 2D. Donc, comment est-ce que nous, on pouvait apporter cet effet un peu surprise une fois que les utilisateurs ouvrent cette affiche avec le filtre. Et on avait du coup ces deux univers présentés par Nadia. Et en fait, l'idée, c'est quand les gens filment ça, par exemple, dans leur cuisine, donc la vidéo va se relancer là. L'idée, c'est que cette femme marche jusqu'au bord de la falaise, disparaisse, et ensuite on a le baiser avec la deuxième illustration. Et on avait aussi ce message en disant que c'est juste le début. Et tu peux peut-être aussi, Flore, apporter plus. C'était vraiment aussi essayer de remercier les gens de cette contribution pour leur support, etc. Voilà, en fait, donc quand on a proposé à Nadia, quand on l'a sélectionnée en tant qu'illustratrice pour ce projet, elle a travaillé autour de l'idée du manque des salles de cinéma. Et donc, elle a intitulé cette affiche Désir d'obscurité. Donc, on voit cette silhouette de dos qui va vers un écran noir. Et elle hésitait, nous a proposé deux projets. Donc, le premier qui a été en print, hein, celui avec cette silhouette. Et la deuxième affiche, donc, qui était le fond noir avec le baiser. Et étant donné qu'effectivement, il n'y avait pas c'est une illustratrice qui n'a pas fait un mini-film. C'est pas elle n'a pas produit ou réalisé un film. Donc, c'était de voir avec Corentin comment passer de la première affiche à la deuxième qui pouvait pour nous raconter une histoire. Et c'était justement ce que la technologie permettait, c'est-à-dire d'accéder à un mini-film en réalité augmentée à partir d'une affiche fixe en print dans la cuisine, comme on peut la voir dans l'exemple présenté à l'écran. Avec son smartphone, en passant devant l'affiche, il reconnaît le visuel et il lance ce mini-film. Puisqu'on ne pouvait pas donc voir de film en salle de cinéma, on peut avoir un mini-film chez soi et ça nous permettait de remercier les contributeurs et les contributrices. Mais ça, c'est la partie, voilà, c'est le premier pas, puisque maintenant, à partir de toutes ces affiches qui ont été achetées et mises chez les uns et les autres, les cinémastars sont directement chez les gens. Et ce filtre-là, que vous voyez avec l'animation du mini-film, il peut être changé autant de fois qu'on le souhaiterait. Donc là, par exemple, ce qui devait être lancé en novembre si nous n'avions pas été fermés, c'est justement les nouveaux filtres. On a choisi d'annoncer en fait chaque mois 5 nouveaux événements. Donc voilà, l'affiche, elle reste fixe, mais à travers les différents filtres, on peut voir des actualités qui changent. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, bravo, parce que c'est pas évident d'expliquer ces notions-là, mais ce qu'on peut quand même préciser, parce que je voyais que Anne a fait un petit message là-dessus, c'est vrai qu'il y a un vrai effet waouh à quiconque l'essaye. Je pense sur un écran comme ça, on ne se rend pas forcément compte du côté 3D finalement de la chose. C'est une fois qu'on est chez soi et qu'on voit les choses s'animer sur l'affiche. C'est assez. Tu parlais, Flore, de retour d'expérience justement de spectateurs.
quand on a préparé cet entretien qui était très concluant, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a évidemment, on peut se dire, tiens, on voit à peu près à quoi ça peut ressembler, mais c'est vraiment le fait de le voir qui est surprenant. Là, on a travaillé avec, enfin, on travaille actuellement avec 4 jeunes d'une école de communication, justement pour valoriser un petit peu ce travail. Ils connaissaient la réalité augmentée, mais pour la peine, c'est vraiment quand ils l'ont vu enfin, que ça a fait tilt. La seule chose, et d'ailleurs justement, là il y a une question, il y a un commentaire qui dit je ne comprends pas comment ça marche. C'est vrai que ça paraît un petit peu comme ça. On ne se rend pas compte parce qu'il n'y a pas de QR code, il n'y a rien. On est habitué à l'idée du QR code qui va vous amener sur un site. Là, c'est différent. Peut-être, Corentin, tu peux expliquer davantage comment ça fonctionne? Ouais, donc en fait, l'idée, c'est d'avoir le filtre à la fois sur le compte Instagram, s'il y a un compte Instagram, et Facebook. Donc sur le compte Instagram, en fait, ça crée un onglet directement avec les filtres. Donc c'est les gens en allant, par exemple, si vous allez sur le compte les Cinéma Stars sur Instagram, le filtre est dans l'onglet filtre. Et l'idée, c'est que du coup, ça vient détecter. Donc on ouvre le filtre et ça vient détecter du coup cette affiche. Et ensuite, on a ces onglets qui font partie du filtre qui représentent en fait les 4 informations qu'on avait du mois. Et en tapant du coup sur cette affiche, on a les informations enfin le texte qui est révélé. Mais tu parlais de QR code, Flore, et c'est quelque chose qui est possible aussi. On pourrait imaginer avoir un QR code qui est envoyé, par exemple, ou qui est au cinéma, et pour sauvegarder ce filtre, et ensuite toujours l'avoir ouvert sur Instagram ou Facebook quand on souhaite voir le programme. Donc, il y a vraiment différentes manières de trouver ce filtre. On peut aussi imaginer que pour des salles qui utilisent peut-être plus Instagram et qui font par exemple des stories ou des choses comme ça, s'il y a une story qui est postée avec ce filtre mis en avant, les gens peuvent directement ouvrir ce filtre via cette story. Donc après, ça rentre vraiment dans les détails techniques pour trouver le filtre, mais c'est comme ça qu'on peut le trouver. Justement, s'agissant des détails techniques, est-ce que vous pouvez tous les deux, parce que j'ai une très bonne question que je relais là sur le chat, qui est comment est-ce qu'on actualise le contenu? Qui le fait? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que forcément, Flore, tu es obligé de faire appel de nouveau à l'agence Simone? Est-ce qu'à chaque fois c'est des coûts? Enfin, voilà, c'est pour des exploitants. Je joue mon exploitant candide de base, mais c'était une très bonne question que je relais du chat. Alors, je pense qu'Aurélien a parlé d'expérimentation au départ, et je pense que c'est vraiment le bon mot parce que nous, c'était un des premiers projets qu'on faisait avec les Cinéma Stars, et ça nous a aussi permis de voir, Fleur pourra en parler, il y a eu énormément d'échanges juste par rapport aux validations de ces filtres. On n'a par exemple pas le droit de mettre trop de texte, on ne peut pas mettre de visage de personnes réelles. Donc, c'est toutes des choses qu'on a dû mettre à jour et collaborer vraiment pour trouver des solutions. Et c'est vrai que là, peut-être Flore, tu peux en parler plus, mais c'est vrai, nous, pour le moment, le système qu'on a, c'est Flore nous donne les informations, les images, et nous, ensuite, on les met en place le mois précédant la publication du filtre. Donc, par exemple, mi-octobre. Justement, je vais pas vous cacher qu'au départ, on a plutôt l'habitude d'avoir envie d'avoir la main, notamment nous dans nos pratiques, justement. Et la première question, c'était mais est-ce que du coup on va avoir un back-office? Et bon, voilà, après, ça nous permettait tout simplement d'envisager de décliner, par exemple, nos cartons qu'on projette en première partie de séance, de pouvoir peut-être les adapter à la solution de réalité augmentée. Mais c'est vrai que ça n'a pas été... ça n'a pas été envisagé comme ça, plutôt sous forme
d'un abonnement à la solution, ce qui n'était pas plus mal parce que finalement on passe notre temps aussi à vouloir avoir la main sur tout, sauf que c'est du temps aussi, et que étant donné qu'on a maintenant des accès back-office sur tout type de plateforme et qu'il faut mettre à jour tout un tas d'informations avec des contraintes de taille, de nombre de caractères différents selon les plateformes. Bon là, ça représente la même chose, mais à travers simplement l'envoi et à travers les échanges qu'on peut avoir avec l'agence. C'est quelque chose qu'on aurait peut-être souhaité dans ces cas-là confier à quelqu'un de l'équipe s'il y avait effectivement la création d'un back-office, et c'est peut-être à terme quelque chose qu'il faudra envisager. Le problème, c'est comme dit, il y a des connaissances techniques à avoir, et le filtre, il doit être validé par Instagram et Facebook. Donc, si toi, tu ne sais pas, nous, au départ, on pourrait afficher ça, on pourrait informer de ci, de ça, comme ci, comme ça. Non, il y a quand même vraiment des contraintes. Et ça, pour l'instant, c'est vrai que c'est vraiment Corentin qui a intégré nos besoins, nos choix. Là, par exemple, on lui a fourni à chaque fois les affiches. Voilà comment est-ce qu'on voudrait que ça apparaisse. Enfin, voilà, donc c'est de l'échange. Mais par contre, après, c'est lui qui nous dit « Ah, ben là, ça ne fonctionne pas, va falloir trouver une pirouette. » Par contre, c'est lui qui nous apporte toutes les solutions. Voilà. Et ça, j'aurais pas le temps, moi, de les chercher, des solutions. Donc, c'est précieux dans ce rapport-là. Mais après, je pense que c'est aussi intéressant, nous, de notre côté, en tant qu'agence, de se dire que c'est peut-être une fois que la situation sera améliorée, d'aller former peut-être quelqu'un dans ce cinéma et de pouvoir de relayer le film est construit. Ça reste une manipulation qui est assez simple, qui reste quand même technique, mais la modification des éléments, des affiches, etc., c'est quelque chose que nous, on peut aussi transmettre. Et donc, je pense que c'est là aussi que l'expérimentation rentre en compte, c'est que nous, on est aussi ouvert à pouvoir faire en sorte que les exploitants puissent utiliser, s'ils le souhaitent, cette technologie directement. Bien sûr. Il y a une question sur la taille minimum. Est-ce qu'il y a une taille minimum d'affiche pour intégrer la réalité augmentée? Alors, pas du tout. Ça peut être une carte de fidélité, comme une grande pub 4x3 dans un centre commercial. Tout à l'heure, je vous montrais les cartes d'abonnement. Par exemple, dans le projet qu'on a, c'est de dupliquer le filtre d'actualité sur notre carte d'abonnement. Ça fait partie de ce qu'on a dans les envies. Voilà, donc c'est simplement que tout est retardé dans cet étrange contexte, mais voilà, le projet, c'est ça, c'est juste qu'on n'a rien à annoncer pour l'instant. Corentin, je trouve moi vraiment le projet très très intéressant, très sincèrement, et je trouve très intéressant aussi que vous réfléchissiez à cette histoire de formation, d'ouverture, d'aller progressivement vers du back-office, parce que du coup, comme c'était présenté au tout début de votre présentation, cette histoire d'afficher toutes les semaines le programme, tout simplement ça, c'est quelque chose qui est vraiment, peut être vraiment très très chouette. Là, la démarche, en plus du soutien avec Ulule, elle apporte encore une autre dimension au projet, mais rien que dans cette dimension-là, elle est assez intéressante. J'ai une question sur le chat qui m'intéresse aussi, c'est le filtre, c'est forcément Instagram, Facebook? Alors, à l'heure actuelle, nous, c'est la technologie qu'on utilise. Ouais. Donc, c'est la solution qu'on trouve la plus simple parce que les gens n'ont pas à télécharger une application spécifique pour cette fonction. Instagram et Facebook, oui, tout le monde n'a pas encore, mais on se dit que c'est la majorité des gens qui ont un smartphone ont déjà Facebook ou Instagram d'installer. Et on se dit que c'est une solution qui est plus envisageable que de demander à des gens de télécharger une application spécifique de réalité augmentée qui vont utiliser juste pour cette occasion. Bon, de toute façon, tout ça, c'est encore au stade expérimental, donc ça peut évoluer aussi, j'imagine, dans les années qui viennent. Si je puis me permettre, juste parce que c'est évidemment des retours aussi de personnes qui ont acheté cette affiche, de dire bah ouais, mais moi j'ai pas Instagram, j'ai pas Facebook. On en a eu, hein, clairement.
je le répète, là, c'est à travers cette expérience de soutien au cinéma star. Les personnes ont acheté une affiche de soutien sans même savoir à quoi elle ressemblait et ni même quelle serait la solution. Ils l'ont pas acheté pour la solution technique. Après, ce qu'il faut voir justement, c'est comment est-ce qu'on peut former et accompagner pour qu'il puisse y avoir accès. Par exemple, quand on a livré l'affiche, à chaque fois, donc on a fait un mode d'emploi pour utiliser la solution à travers Instagram et Facebook. Ceux qui ne l'ont pas, ils ont quand même acheté une affiche et il y en a qui sont déjà très satisfaits juste du résultat. Mais voilà, il y a encore un gros travail et encore une fois, ce terme d'expérimentation, il a tout son sens. Il y a un gros travail de démocratisation de l'utilisation de la formule et peut-être dans ces cas-là, aussi, pourquoi pas y adjoindre quand même la possibilité de télécharger une application. Enfin, si il y a juste une réticence à participer aux réseaux sociaux, mais par contre pas une réticence à télécharger une application, on peut imaginer aussi que l'application soit téléchargeable en caisse. On peut même montrer, enfin, dans cette relation que les personnes de l'accueil peuvent avoir avec les spectateurs et les spectatrices, de pouvoir justement montrer, ben voilà, il vous suffit de faire ça et maintenant vous l'avez tout le temps, vous avez les infos du ciné chez vous. On va bientôt devoir conclure parce que malheureusement le temps presse. Juste une question, quel est le prix de la prestation? J'ai envie de dire que pour l'instant, c'est encore justement au stade du laboratoire, hein, nous y sommes, et que c'est encore des choses qui restent à définir. Là, c'était, on a bien compris, une expérimentation entre Simone et les Cinéma Stars à Strasbourg et Ulule aussi d'autre part. Donc, je pense que pour la suite, les débats sont ouverts. Corentin et… Ouais, c'est ça, et ça dépend aussi vraiment de la complexité de l'animation qu'on va avoir sur l'affiche. On peut avoir, là, on était sur des éléments 2D, mais potentiellement, pour la suite, on aurait des éléments en 3 dimensions qui sortiraient de l'affiche et on peut avoir des choses qui soient plus complexes, plus d'animation, etc. Et donc ça fait modifier aussi le tarif. En tout cas, ça donne très envie d'en voir plus, d'expérimenter aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de la réalité augmentée comme d'un possible futur, hein, pour toutes nos applications diverses et variées. Donc, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir présenté tout ça. S'il y a des gens qui ont d'autres questions ou qui veulent entrer en contact, hein, avec nos intervenants, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et j'y procéderai. Voilà, donc on va du coup, Anne, accueillir nos autres invités. Merci à Flore, Corentin et Léo, et bravo. Merci beaucoup. Bravo. Et effectivement, je vais demander à Étienne de faire entrer nos nouveaux invités. Merci. Donc, on va démarrer la deuxième partie de ce laboratoire des initiatives, première partie, si j'ose dire, avec un autre sujet, mais on reste à la fois, d'une certaine façon, un pied dans le virtuel et un pied aussi dans ce qui a été engendré suite au dernier confinement, puisque c'est la salle virtuelle à la conquête des jeunes, le thématique de cette deuxième partie. Et pour l'occasion, eh bien, nous avons un beau parterre d'invités avec d'abord Isabelle Giordano, qui est avec nous pour nous parler de son association Cinéma pour tous, mais qui est aussi, il faut le rappeler, présidente du comité stratégique du Pass Culture. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Bonjour. Et donc présidente de l'association Cinéma pour tous, aux côtés de Brigitte Acquenin. Bonjour Brigitte, qui est, elle, déléguée générale de l'association Cinéma pour tous. Je ne dois pas être bien loin. Ouais, elle va arriver. Bon, elle n'est pas encore parmi nous, pardon. Bonjour également à Pierre-Emmanuel Le Goff. Pierre-Emmanuel, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour Pierre-Emmanuel, vous avez évidemment lancé la 25e heure pendant le confinement qui a suscité beaucoup de réactions et aussi beaucoup d'adhésion, tout simplement. Et on va le voir tout de suite avec un cas très concret, une association entre Cinéma pour tous et la 25e heure. Alors, peut-être d'abord, Isabelle,
nous rappeler ce qu'est Cinéma pour tous, qui est une association, je crois, qui date déjà de 2006, donc il y a déjà 14 ans. Oui, et je peux même vous présenter rapidement les actions de Cinéma pour tous et sa collaboration avec la 25e heure sous forme de triptyque hier, aujourd'hui, demain. Et dès que Brigitte nous rejoindra, elle pourra bien sûr apporter aussi sa voix à cette présentation. Donc hier, c'était, vous l'avez dit, 2006. J'ai eu envie, étant à Canal+ à l'époque, j'ai eu envie de faire partager mon amour du cinéma, et notamment à tous les jeunes qui avaient du mal à y aller, soit parce que c'était trop cher, soit parce qu'ils s'interdisaient peut-être d'aller voir certains films. Donc en gros, tous ces publics qu'on connaît bien, que l'on appelle éloignés de la culture. Et depuis 14 ans, donc maintenant, on arrive à toucher entre 4, 5 000, 5 500 jeunes, qu'ils soient collégiens, lycéens ou des jeunes voilà, même qui sont même déscolarisés par un certain nombre de partenariats avec différentes associations. Je trouve très intéressant en tout cas de montrer des films qui donnent envie de réfléchir, qui donnent envie de s'engager, qui donnent envie aussi d'avoir un point de vue sur la société d'aujourd'hui, mais également qui offrent des repères, et notamment des repères républicains. Donc on montre des films qui ont voilà, pour point commun de permettre le débat sur les thèmes notamment de la citoyenneté, de la solidarité, de la tolérance, du vivre ensemble, etc. Alors, comment on fait pour montrer des films quand les salles sont fermées? C'est la question qu'on s'est posée donc en 2020. Donc là, je parle maintenant non plus d'hier, mais d'aujourd'hui. Il y a eu un vrai défi qui s'est posé à nous, donc une vraie volonté en plus de continuer de toucher ces jeunes qui, vous le savez, vivent dans des situations parfois très compliquées, difficiles. Non seulement ils n'ont plus accès à la culture, mais en plus ils vivent dans des conditions matérielles ou des moments de solitude, etc. Enfin, je ne vais pas vous décrire la condition sociale des jeunes aujourd'hui en France, mais voilà, il y avait en plus de cette mission habituelle de ce que nous faisions depuis 14 ans, il y avait une vraie envie de résoudre le problème aussi du manque de distraction de ces jeunes, et surtout de participer à, comme je le disais, ces débats citoyens, et on le voit encore dans l'actualité, qui sont vraiment nécessaires. Donc, comment on fait? Pas de salle. Et après, il y a eu l'interdiction des sorties scolaires. Donc, on a eu l'idée, dans le premier confinement, d'organiser des projections numériques. On l'a fait tout seul, on l'a fait ensuite avec l'Institut de l'engagement. Donc, on a différentes formes de partenariat, et on s'est quand même très vite rapproché de la 25e heure pour organiser donc la même chose que ce qu'on faisait d'habitude dans des salles de cinéma, mais on le faisait en projection virtuelle et avec également un e-débat. On l'a fait notamment la première fois avec Les Pépites, avec Xavier de Lausanne, qui était en plus au Cambodge. Donc, ça donnait vraiment, ça faisait voyager. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité d'avoir 200 jeunes répartis un peu partout en France qui pouvaient dialoguer avec un réalisateur qui parlait de son film tout en racontant la situation au Cambodge. Deuxième petite information qui est importante, en dehors des e-projections, on a choisi pendant l'été d'accompagner les jeunes par des valises DVD. Donc, on est revenu à un système de partage du cinéma assez ancien, si j'ose dire, qui est le bon vieux DVD, mais qui quand même fonctionne en circulant à travers tout un réseau d'associations. Ça nous a permis de couvrir quand même beaucoup de quartiers, beaucoup de zones et beaucoup d'associations partenaires qui ont profité de juillet-août pour faire des petites projections dans des locaux avec un DVD, et souvent des projections avec la distanciation sociale et avec pas plus d'une quinzaine de jeunes ou 20 jeunes maximum. Mais c'était quand même une manière de faire vivre le cinéma, et on a eu des retours quand même très importants, très positifs de ces animateurs de quartier qui nous disaient que c'était important d'apporter du cinéma pendant cette période où les jeunes étaient quand même très inactifs et ne pouvaient pas partir en vacances. Et puis à la rentrée, donc deuxième confinement, on a donc continué nos projections numériques dans l'impossibilité de faire nos projections physiques. Et donc on a vraiment augmenté notre manière de travailler avec la 25e heure, avec pratiquement une projection mensuelle et toujours des partenariats, ce qui nous permet de toucher en fait à chaque fois entre 200, 300, voire 390 jeunes. Pour vous donner quelques exemples de projections qu'on a pu organiser avec la 25e heure, on a fait avec Jean-Pascal Zadi Tout simplement noir, on a vu aussi Les Invisibles avec Louis-Julien Petit, ma mémoire flanche, on va bientôt voir avec Maïmouna Doucouré Mignonne le 1er décembre. On va faire un petit retour en arrière, mais un flashback dans le cadre d'un cycle qu'on a organisé qui dure toute l'année 2021, qui s'appelle Nos histoires de France. On va bientôt donc revoir un petit peu
nos leçons d'histoire sur la guerre d'Algérie avec Philippe Faucon. Ça sera bientôt avec le film La Trahison. Donc voilà pour vous montrer un peu le panel éditorial. Donc on choisit des films très variés avec des thématiques variées et on essaye aussi de toucher des publics variés, puisque par rapport à nos projections physiques, où avant on faisait des projections à Paris, à Rouen, à Lyon, et on couvrait vraiment toute la banlieue parisienne. Je vais laisser peut-être la parole à Brigitte, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça nous permet de toucher des jeunes en dehors de ces zones qui sont les zones traditionnelles que couvre Cinéma pour tous. Donc peut-être sur la partie demain, peut-être que Brigitte peut continuer la présentation de Cinéma pour tous et sa collaboration avec la 25e heure sur les films que l'on montre, à qui on les montre et comment on les montre et comment on a envie de continuer à travailler en physique et en numérique. Juste avant de laisser la parole à Brigitte, juste préciser qu'effectivement, il y a des comptes rendus de ces projections sur votre site internet Cinéma pour tous. Il y avait, parmi les films que vous n'avez pas cités, il y avait À l'air libre aussi et Rouge, oui. Qui était donc, pour le coup, Rouge, une avant-première, film de la sélection Cannes 2020. Brigitte, je vous laisse évidemment la parole. Merci de nous avoir rejoints. J'étais là. Hein. D'accord. J'étais là sous un autre nom. Ah, d'accord. C'est bizarre. Mais ça fait 1 heure que j'ai entendu, y compris la première passionnante présentation. Oh là là, excitant les affiches. Hein. Ouais. Alors, nous c'est pas l'affiche augmentée, c'est la projection augmentée. Voilà, c'est exactement. Ah, elle m'a volé ma transition. Ah, pardon, le pitch. Parce que vraiment, je pensais à ça. Je me disais, nous, ça me faisait cette impression d'effet waouh. Moi, je l'ai eu, l'effet waouh, quand tout d'un coup, on a entendu derrière l'ordinateur un jeune qui était de Dakar ou une jeune fille de Tel Aviv, grâce à nos projections. Là, je me suis dit, oulala, ou alors la semaine prochaine, pendant 15 jours, quand on va faire La Trahison, on a des inscriptions de classe avec des jeunes de Bretagne, des jeunes de Marseille, de Lyon. Ça me fait, pour l'avenir, où j'espère vraiment qu'on retournera dans les salles de cinéma, parce qu'il n'y a rien à voir, on est d'accord, mais je me dis quand même que on continuera. Moi, j'espère qu'on continuera à faire cette mixité, parce que ça nous permet aussi, sans doute, de faire connaître le cinéma et ça le valorise. Je le dis d'autant plus, je veux dire la salle de cinéma. Je le dis d'autant plus qu'assez rapidement, on a mandaté une jeune fille qui est allée enquêter directement auprès des jeunes qui avaient suivi ces projections. Et j'avoue avoir été vraiment ravie, parce que ce ne sont pas des jeunes cinéphiles. Et la première chose qu'ils disent, c'est à quel point ils se rendent compte, c'est vieux comme le monde cette histoire, mais il suffit que le bonheur s'en aille pour s'apercevoir du bruit qu'il a fait. La salle de cinéma est totalement valorisée comme un manque. Mais comment on a fait pour s'y habituer ou pour y aller moins souvent? Enfin, plus on fait des projections virtuelles avec débats qui sont appréciés, plus le manque de la grande salle et du bonheur. Alors, la première chose qu'ils disent, c'est le rendez-vous. Et ça, c'est très important parce que c'est ce que propose la 25e heure et c'est pour ça qu'on travaille avec eux. C'est-à-dire le côté, c'est pas... Voilà, les films ne sont pas comme un robinet ouvert. On a rendez-vous à 20h ou à 2h de l'après-midi et c'est le côté événement. Moi, personnellement, je crois beaucoup au rendez-vous dans tout et je pense que la salle de cinéma avec ses séances, et ben voilà, les jeunes les redécouvrent, le plaisir et l'importance du rendez-vous, ce qui est complètement différent que le côté, évidemment, les autres plateformes où à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, on peut voir des choses. La deuxième chose, c'est la concentration. C'est-à-dire, ils disent tous à quel point avoir ce rendez-vous permet, c'est très bien, mais que la salle de cinéma, aller en salle, ça permet une concentration. Et le rendez-vous que l'on propose donne un peu cette concentration, parce que c'est à 14h et on ne peut pas le rejoindre à 14h30. Le troisième truc, très important, c'est le manque qu'ils ont et qu'on n'a pas encore réussi avec la 25e heure à mettre en place, mais on va le faire, ils vont réussir à le faire dès le 17 décembre, notre prochaine projection. C'est un vrai manque pour nos spectateurs,
c'est la possibilité de suivre le fil de conversation et d'avoir conscience qu'il y a des gens, un peu plus conscience qu'ils n'ont, qu'il y a des gens derrière l'écran. Voilà. Parce que la présence du réalisateur est capitale, le débat aussi. Sans doute que des questions sont posées par des jeunes ou des gens, je veux dire, qui seraient peut-être plus intimidés par l'apprendre aussi directement en salle. Mais par contre, cette interaction de la salle, cette chaleur manque vraiment. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense vraiment que demain, quand on retournera dans les salles, j'imagine très bien avoir une très belle salle de 400 personnes, je dis voilà, ce qui est à peu près nos jauges de 300 à 400 personnes quand on va dans nos salles de cinéma, et d'avoir aussi, pourquoi pas, la possibilité d'en avoir 400 autres derrière leur écran d'ordinateur pour des raisons X ou Y. Je pense en particulier au partenariat qu'on a avec la Passeur d'images à Rouen, qui nous fait venir des jeunes ou des publics empêchés, puisque c'est très intergénérationnel, de 30 à 40 km autour de Rouen. Je pense que certains établissements, en particulier des jeunes en situation de handicap ou dans des difficultés, ont des moments donnés raté nos projections. Et ça a été vraiment dramatique parce que c'était un moment très attendu. Et cette alternative nous permettra de tenir aussi des promesses par rapport aux spectateurs. Voilà. Alors, vous parliez, Brigitte, du côté hybride. Justement, on a Gauthier Labrusse qui est avec nous. Bonjour Gauthier. J'active. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Gauthier, donc du cinéma Luxe de Caen, pas très loin de Rouen du coup, mais là pour le coup, on va en parler de ce que vous avez pu faire avec vous aussi la 25e heure. Vous êtes l'un des partenaires privilégiés. Peut-être, Pierre-Emmanuel, nous rappeler le principe même de la 25e heure, parce qu'il y a peut-être dans les spectateurs qui sont avec nous aujourd'hui des gens qui ne connaissent pas encore le principe. Oui, merci Aurélien. À ce moment-là, je vais peut-être quand même présenter une toute petite vidéo qu'on a raccourcie là, qui fait 2 minutes. Donc, je vais activer le partage d'écran pour pouvoir la présenter. Voilà. Le partage d'écran est en pause. C'est bon. Vous voyez mon écran ou pas? Oui, c'est bon. Ok. Alors, donc je vais lancer la vidéo. Pour l'instant, on n'est pas en plein écran. Voilà. Donc là, c'est une petite vidéo qui présente vraiment la partie au moment de la séance, l'arrivée dans une séance. Donc là, vous rentrez. Attendez, on n'a pas de son. Je vais mettre pause. Voilà, donc, comme le rappelait Brigitte tout à l'heure, l'idée, c'est bien sûr qu'il y a un rendez-vous pour une séance en particulier dans un cinéma. Voilà, tout à fait. Là, on imagine qu'on a pris notre ticket il y a quelques jours, on a préacheté notre place, puisqu'on se rend compte d'ailleurs qu'on a un fort taux de préachat de place. On reçoit une alerte par email, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Nous, on le fait un peu manuellement en ce moment, on essaie de faire en sorte que personne ne rate sa séance. Normalement, les gens l'ont inscrit dans leur agenda, mais ce n'est pas le cas. Donc, ils reçoivent cette alerte, ils se connectent quelques minutes avant la séance, et donc dans la salle virtuelle à l'heure dite. Et donc, ils vont à ce moment-là rentrer physiquement dans un lieu qui est aujourd'hui une salle qui n'est pas sur mesure pour chaque salle de cinéma, mais qui le sera à terme. Donc, on retrouvera les fauteuils de la salle. Il y a un décompte qu'on a mis en accéléré pour aller plus vite. On voit la séance qui est annoncée. Mon nom est Clitoris. L'écran passe en plein écran. Il y a un décompte. Et là, on a une avant-séance, comme dans un vrai cinéma. Cette avant-séance, en l'occurrence, présente une bande-annonce pour un événement qu'on avait mis en place avec la Fête de l'UMA. Et c'était une sélection de films engagés, suivis de débats, notamment avec Papicha, je crois qu'il y avait Green Boys aussi, enfin, vous verrez. Donc là, on avait une bande-annonce spécifique pour ça, qui peut être aussi, au-delà d'une bande-annonce de festival, ça peut être une bande-annonce de films prochainement diffusés dans la salle virtuelle de telle ou telle salle de cinéma. Ensuite, à l'issue de l'avant-séance, on a une présentation. Troisième séance avec la 25e heure, je vous accueille dans la cabine de projection de la salle 1. Les prochaines séances de la 25e heure seront dimanche prochain, le 17, avec le film québécois
la jeune Juliette. Et n'oubliez pas, bien sûr, après le film, vous pouvez boire un petit coup à notre santé et à la santé du cinéma et à la santé de 25e heure, bien sûr. Merci d'être là. Au revoir. Donc là, c'était Philippe Chagnot de l'Eldorado de Saint-Pierre-de-Léron. Donc chaque exploitant peut présenter sa séance à son public. Et ensuite, la séance se lance toute seule. Vous remarquerez qu'en haut à gauche, là, vous avez une interface de chat qui permet, pendant le film, de déjà poser des questions pour ne pas les oublier. On peut avoir des questions qui viennent au fur et à mesure de la séance. On peut aussi faire disparaître évidemment l'interface. Là, on arrive à la fin de la séance. On peut quitter le film pour basculer dans le débat si jamais on a pris un peu de retard. Spectateurs et spectatrices de Bischwiller et de Marseille en même temps. Donc, voilà, donc là, il y avait deux salles de cinéma greffées à cet événement. Assez éloignées. Et on active le chat et on peut poser ses questions avec son profil. Alors, Lisa, comment a commencé ce film? Et les réalisatrices répondent en direct. Voilà, tout simplement. Juste une précision, toutes les séances ne sont pas associées à un débat, si? Alors non, tout à fait. Merci Aurélien de le préciser. En termes de remplissage, évidemment, ce qui marche le mieux, comme dans une vraie séance de cinéma, c'est les séances débat. Mais on peut programmer autant de séances qu'on le souhaite sur une journée. Hein. On a des usages complètement différents en fonction d'une salle à l'autre. Il y a des salles qui font une programmation classique, on va dire 5-6 séances par jour sur la semaine, d'autres qui préfèrent faire une grosse séance débat et faire quelques séances de rattrapage, qui ont plutôt un taux intéressant d'ailleurs de remplissage après. On fait plus 10%, on va dire, avec une séance de rattrapage suite à une séance débat en moyenne. Et donc, l'idée, c'est que sur une séance débat, peuvent se greffer autant de lieux qu'ils le souhaitent, autant de salles de cinéma, voire de médiathèques, puisqu'on travaille aujourd'hui avec des médiathèques, voire des instituts français, parce qu'aujourd'hui, on peut aussi travailler avec l'étranger. Et ça permet d'avoir des très forts taux de remplissage au total entre ces différentes salles de cinéma virtuelles, et donc d'avoir une forte participation au débat ensuite, et que ça permet d'avoir un échange plus riche avec le réalisateur ou la réalisatrice à l'issue de la séance. Avec aussi, il faut bien le rappeler aussi, un principe de partage de recettes propre à la 25e heure. Voilà, merci de le préciser. Donc, l'idée, c'est de repartir sur l'écosystème tel qu'il est dans le réel, c'est-à-dire un partage de recettes à 50-50 entre l'exploitant et le distributeur. Et nous, on prélève 20% du ticket de cinéma à la racine, donc ça fait 20-40-40 pour résumer. Hors des taxes, etc. Et sinon, il y a aussi, pour compléter, l'élément important aussi, c'est évidemment la géolocalisation. L'idée étant de permettre ce qu'on a fait pendant le premier confinement, notamment des sorties nationales. Donc à ce moment-là, de partager les zones de chalandise avec des géoblocages, on va dire, un accès limité à des personnes qui sont effectivement géographiquement à proximité de la salle de cinéma qui organise la séance. Donc concrètement à Paris, une salle comme l'espace Saint-Michel organise une séance, ne peuvent accéder à la billetterie que les personnes situées à 5 km, dans un périmètre de 5 km autour de la salle. Après, ça peut être plus large. Moins il y a de densité de salles sur le territoire, plus on élargit la zone d'accessibilité. Et ensuite, il faut préciser que si des films sont à plus de 4 mois d'exploitation, il peut très bien y avoir un accord de distributeur pour élargir le périmètre, et a fortiori pour des films de patrimoine. Là, on va faire une rétrospective Raymond Depardon à partir de la fin de la semaine. On va avoir des périmètres sans doute beaucoup plus larges en fonction des négociations qu'on a avec les salles. Voilà. Plus il y aura de salles, moins les périmètres seront larges. Enfin, l'idée, c'est vraiment de partager les zones de chalandise pour pas qu'il y ait d'empiètement entre ces zones. Et tu parlais justement de chronologie des médias, puisque tu parlais de plus de 4 mois après la sortie en salle. On est d'accord que le principe de la 25e heure, c'est vraiment de respecter cette chronologie et de, par contre, aussi proposer à des films qui ne sortiraient pas en salle d'avoir une exploitation sur le net. Alors oui, on respecte la chronologie et il s'avère que le CNC nous a précisé que, notamment pendant les périodes d'urgence sanitaire, qu'on pouvait faire donc des sorties en simultané en salle physique et en salle virtuelle, donc notamment dans le cadre des jauges limitées, du couvre-feu, etc., voire faire une sortie totalement en salle virtuelle avec finalement une dérogation spécifique. Maintenant, l'idée, c'est qu'à terme, cette dérogation soit prolongée pour permettre notamment au moment de la réouverture des salles dans les prochains jours, j'espère, de pouvoir combler les jauges limitées et donc de faire des séances qui soient en simultané en salle réelle et en salle virtuelle pour justement permettre
en particulier lors des séances débat, de remplir effectivement à 100%, voire à 150% la salle, et ainsi avoir un redémarrage qui soit facilité en termes de rentrée de recettes. Alors justement, pour revenir sur cette hybridité entre virtuel et réel, je m'adresse à Gauthier, qui, comme je le disais, donc, directeur du Luxe à Caen. Vous, au Luxe, vous avez depuis longtemps proposé des services qui dépassent le cadre de la projection dans la salle stricto sensu, hein, puisque vous avez mis en place un vidéoclub il y a de ça des années. Plus récemment aussi, vous avez travaillé avec la Toile. Et là, aujourd'hui, vous travaillez maintenant avec la 25e heure. Comment vous êtes rapproché d'eux, en fait? Oui, alors c'est très bien que tu dises ça, Aurélien, pour démarrer, parce que j'ai précisément démarré par ça, puisque tout à l'heure, tu as dit, en parlant de la 25e heure, tu as commencé par parler du confinement. Et on sait bien qu'il y a il faut le reconnaître, une hostilité de la part d'une partie de la profession par rapport à ce dispositif, justement parce qu'il pourrait apparaître à ce moment-là comme une substitution de la salle, ce qui pourrait paraître comme un danger pour l'avenir. Et nous, ce n'est pas du tout comme ça qu'on l'a conçu. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu le confinement pour réfléchir, comme tu viens de le rappeler, à ces outils, en fait. Si tu veux, l'entretien de la demande de cinéma, elle est au cœur du projet du Luxe et le renouvellement des publics également. Et donc, il fait en sorte de trouver tous les outils indispensables à cette recherche de renouvellement des publics et à la mise en place de ces missions d'éducation à l'image, d'éducation populaire également. Et comme tu l'as rappelé, ça fait longtemps qu'on est à la Toile via Netflix. On était même à l'origine une des salles pionnières. On avait avant ça un vidéoclub. Donc, c'est tout naturellement qu'on s'intéresse à ces outils parce que ce soit pour vous, ici présents dans le panel, ou comme pour ceux qui nous regardent, la cinéphilie, elle ne se construit pas que dans la salle. Elle se construit aussi à la télévision. Elle s'est construite pour moi via la VOD, via la DVD, via la VOD. Donc, elle se construit aussi chez nous via un vidéoclub, avec son prolongement maintenant sur la Toile. Et puis, on avait déjà pensé à la 25e heure avant même cette période de confinement. On avait déjà travaillé avec Pierre-Emmanuel à d'autres occasions. Donc voilà, moi, la réflexion que je mène par rapport à tout ça, c'est comment cet outil peut être utilisé pour développer les missions qu'on souhaite développer. Par exemple, demain soir, j'aurai une projection du Narcisse Noir, suivi d'une conférence sur le cinéma britannique, donc via la 25e heure. C'est le moyen qu'on a trouvé là pour maintenir notre mission avec l'Université Interage. Vendredi, je ferai la même chose, une projection gratuite d'un film qui s'appelle Portrait de quartier La Garinière. Donc, c'est un réalisateur qui a fait un film sur un documentaire sur un quartier de Caen qui s'appelle La Garinière. C'est inscrit dans nos missions d'éducation populaire d'aller chercher ces publics-là. Et donc, on va le projeter là, exceptionnellement, de façon dématérialisée. Mais ça n'empêche qu'on réfléchisse en même temps à ce que pourrait être demain la salle augmentée. Et donc, typiquement pour l'Université Interage, pourquoi pas proposer ce type de séance, comme le soulignait tout à l'heure Brigitte, à un public physique dans la salle, mais aussi un public extérieur qui serait de Marseille, qui serait de Lyon ou de n'importe où ailleurs, si ça les intéresse de découvrir une conférence autour du cinéma britannique et du Narcisse Noir. Donc voilà un peu l'approche qu'on a, nous, autour de la 25e heure. Et puis là, donc, en lien avec Pierre-Emmanuel, on développe un projet autour de notre dispositif à nous qui s'appelle les Jeunes Ambassadeurs de la Culture, qui était déjà à la base un projet européen avec des collections avec la Serbie, avec d'autres pays, en Autriche. Enfin, il y a des communautés comme ça qui se créent un peu partout. Les Jeunes Ambassadeurs de la Culture, c'est des jeunes lycéens qui sont volontaires et qui viennent qui sont ambassadeurs de notre travail, qui sont relais auprès de leurs camarades, leur famille, mais leur village quand ils viennent de l'extérieur, qui apportent une résonance à leur expérience, aux projections qu'ils ont découvertes ici. Et donc, on mène un projet avec Pierre-Emmanuel pour voir de quelle manière ces jeunes, qu'on va avoir sur la saison 2020-2021, peuvent réfléchir avec nous à l'utilisation de l'outil 25e heure dans le cadre de ce dispositif.
Donc voilà où on en est. On est pour l'instant dans la phase de recrutement des jeunes ambassadeurs, mais on souhaite qu'ils développent avec nous cette expérimentation parce que je pense qu'ils ont beaucoup à apporter aussi en réflexion autour de cet outil. Alors, il y a quelques questions, des questions assez pratiques. Comment se passent techniquement les interventions avec le public en salle si plusieurs cinémas sont sur l'intervention? Est-ce que ça reste possible? En gros, techniquement, s'il y a une intervention avec le public en salle, comment est-ce que ça se passe pour que les autres interviennent? C'est comme ça que je comprends la question. Alors, avec le public en salle de cinéma, c'est ça, en présentiel? Ouais, c'est ce que je comprends de la question. Oui, bien sûr. Alors là, je vais peut-être de nouveau reprendre le partage d'écran pour présenter une autre vidéo rapidement, qui fait 3 minutes, qui montre ce qu'on avait mis en place nous, juste avant le reconfinement, qui était un événement justement hybride qu'on avait mis en place avec la BPI, donc à Beaubourg, et qui nous a permis d'à la fois faire une séance dans la salle de cinéma de Beaubourg, et la partie débat, donc qui était le film Overseas, qui était le film d'ouverture du mois du doc, était rediffusé dans des salles de cinéma en France, dans des médiathèques aussi, et dans des instituts français à l'étranger. Et chaque lieu avait à la fois une salle en virtuel, notamment à l'étranger. Il y avait vraiment une situation qui était pire d'ailleurs à l'étranger à ce moment-là que ça ne l'était en France. Donc il y avait vraiment une vraie nécessité. Et d'ailleurs, certains n'étaient qu'en salle virtuelle parce qu'il n'y avait pas possibilité d'avoir l'Institut français ouvert. Et sinon, ils étaient aussi connectés en présentiel, donc en vidéo. Et le public de chacune des salles connectées pouvait poser sa question à l'instar des personnes connectées depuis chez eux. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait cet événement. La vidéo, elle est en cours de montage, donc elle n'est pas complètement terminée, mais ça vous donne une petite idée quand même. Voilà. Hop. Donc c'était à Beaubourg. Vous voyez l'écran, c'est bon? Alors, la plateforme de la 25e heure, c'est assez simple. Ça fonctionne? Ça fonctionne bien, oui. Qui permettent d'organiser des séances à horaire fixe de cinéma, géolocalisées et avec un partage de recettes avec les lieux qui organisent les événements. D'autre part, c'est un système qui permet de connecter les lieux lorsqu'ils organisent des événements, donc des débats par exemple avec les réalisateurs ou équipes de filmer ces événements et de les partager avec d'autres lieux en présentiel, donc dans d'autres salles de cinéma, mais aussi de les doublonner à chaque fois, si possible, en salle virtuelle. Par exemple, aujourd'hui, on est à Beaubourg dans le cadre de la soirée d'ouverture du mois du documentaire. Le mois du film documentaire, c'est une manifestation qui se déroule sur tout le territoire et même à l'étranger grâce au partenariat que nous avons avec l'Institut français. Concrètement, on a un film qui est diffusé et suivi d'un débat avec la réalisatrice. Le débat est capté, rediffusé en simultané dans différents lieux en France et à l'étranger, et tout à chacun peut poser des questions depuis chez lui, dans le cadre de la salle de cinéma virtuelle, et aussi depuis les différents lieux où est rediffusé l'événement. La salle de cinéma virtuelle permet aux lieux qui organisent des événements d'élargir leur audience. Salut, hello Dubai. You're with us tonight. We're in Paris. We're in Dubai, but we're together. L'événement est rediffusé en multiplex depuis Beaubourg au Carré d'Art à Lille, au Frénois à Tourcoing, à l'Alliance française de Dubaï, à l'Institut français d'Alger, à la Bibliothèque de Reims et en salle virtuelle pour les instituts français de Casablanca, de Tunis, de Marrakech. On repart du côté de l'Alliance française de Dubaï. Je dois préciser que c'est la première projection au Moyen-Orient et que pour Sandra, quand on lui a dit, elle était extrêmement sensible à ça. Merci beaucoup, Fanny. Quelle est la situation familiale de ces femmes? Elle me disait, j'ai l'impression que vous essayez de capter leur âme. Et j'ai trouvé ça que c'était assez juste. En tout cas, c'est ce qu'on essayait de faire. En ce moment, avec la morosité ambiante de la crise sanitaire, je trouve ça assez exceptionnel que cette projection ait lieu déjà en présentiel et qu'en plus, elle puisse avoir lieu dans plusieurs villes de France et à l'étranger. Donc, je suis très heureuse. Levez la main si vous m'entendez. Ok, j'entends. Le déploiement de la solution de la salle virtuelle et de la salle connectée par la 25e heure se fait de façon extrêmement rapide. Concrètement, vous prenez contact avec nous. Notre équipe va vérifier que vous avez une connexion stable à Internet. Et par ailleurs, on va aussi vous suivre tout au long de la mise en place de la solution pour vous permettre aussi d'avoir accès au back-office et d'organiser à terme vous-même tous les événements, peut-être en vous équipant vous-même de votre matériel.
Avec la salle de cinéma virtuelle et la salle connectée de la 25e heure, je pense qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à démontrer qu'Internet peut être mis au service de la salle de cinéma. On peut ainsi organiser des événements culturels qui vont se déployer partout en France, voire à travers le monde, et surtout faire découvrir des nouvelles œuvres et permettre ce moment de débat, d'échange avec les équipes de films, les réalisateurs, et donc concrètement faire vivre la culture dans un moment qui est difficile aujourd'hui pour elle. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Voilà. Désolé, c'était peut-être un peu long. Et je Non, mais ne au sais moins, pas si c'est- c'est plus clair déjà, si ça répond bien à la question, mais vraiment l'idée c'est de faire ces formats hybrides de nouveau au moment de la reprise et donc d'interconnecter les salles entre elles, enfin les lieux de diffusion de films d'ailleurs. Ça peut être salle de cinéma, Institut français, médiathèque, etc. Et je me permets de rebondir sur ces questions. Il y en a une autre, donc un peu complémentaire de la précédente, mais c'est en cas de séance gratuite, comment se finance la 25e heure? Alors, on fait une location d'une jauge, en fait. C'est-à-dire que typiquement avec les médiathèques, c'est ce qu'on fait. Je crois que le Luxe a une séance comme ça aussi. C'est donc une location de jauge d'un côté et une location de copie de l'autre. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est un accès gratuit. Et l'avantage, c'est que notamment dans le cadre d'un festival où la pratique serait habituellement de faire des séances gratuites, par rapport aux ayants droit, ça peut poser problème. Nous, d'ailleurs, on a été sollicité en tant que distributeur pour basculer une diffusion de films en gratuit tout le territoire français, ce qui nous posait un problème, sans jauge limitée. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une jauge limitée et un périmètre limité. Ce qui permet d'avoir une négociation qui est très claire. Voilà, on fait une séance pour 200 personnes, je vous la copie pour tant, et je sais qu'il n'y aura pas plus de 200 spectateurs. Donc mon film, entre guillemets, n'est pas abîmé, puisqu'il va rester disponible que sur une zone, et je pourrais très bien ensuite refaire d'autres séances sans que des exploitants me disent en fait, ton film, il est cramé, quoi. Donc pour nous, c'est un outil qui est très utile aussi pour les séances gratuites, quoi. J'allais vous passer la parole, Isabelle, justement, parce que je crois que pour Cinéma pour tous, les séances sont gratuites pour les spectateurs. Oui, les séances sont gratuites, mais je pense que c'est important de redire à quel point la projection numérique, elle est à la fois révolutionnaire et complémentaire, et surtout, elle participe de l'écosystème. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment intégrer maintenant, et pour l'avenir, l'idée que ces projections numériques, elles font partie désormais de l'écosystème, de même qu'une association comme Cinéma pour tous fait partie aussi d'un écosystème. Et on peut à la fois travailler en bonne intelligence avec les exploitants, mais également les producteurs, les distributeurs qui sont rémunérés. Il y a vraiment un système vertueux, un nouveau système vertueux qu'on peut réinventer avec effectivement la 25e heure, avec le travail que font des associations comme Cinéma pour tous. On n'est pas seul, mais je pense que sur le terrain, si on veut vraiment se dire qu'on veut aller à la conquête de nouveaux publics, il faut qu'on soit tous ensemble dans la co-création d'un nouvel écosystème. Je ne sais pas si Brigitte veut ajouter quelque chose, mais je pense qu'en tout cas pour nous, Cinéma pour tous, c'est très important, comme on le faisait d'ailleurs aux projections numériques. On achète des billets, on achète, voilà. C'est gratuit pour les publics empêchés, mais on participe quand même d'un écosystème. Oui, non, j'ai rien à rajouter, juste pour préciser que pour moi, c'est très, très important. Vraiment, je le répète, je suis trop attachée à la salle de cinéma pour rentrer ou pour qu'on puisse collaborer avec quelque chose qui soit en dehors de la logique de la chaîne cinéma, de ce qu'on appelle donc cet écosystème vertueux qui est quand même formidable dans le cinéma. Et donc, nous, concrètement, en effet, ce qui nous intéresse, vous l'avez compris, c'est précisément pas la géolocalisation. C'est pas possible. C'est même d'ailleurs, pour l'anecdote, une des raisons pour lesquelles, au départ, je ne pensais pas que la 25e heure, on pouvait collaborer avec eux. Parce que pour moi, c'est vraiment et d'abord, et c'est bien que ce soit connu auprès des exploitants, comme le partenaire de l'exploitation. Cette salle virtuelle qui est créée, je pense que c'est quelque chose, enfin Pierre-Emmanuel confirme-le, mais c'est quelque chose qui est parallèle et qui, bien sûr, nous fait rentrer comme toute location. Alors, on paye le distributeur d'un côté et on rémunère la 25e heure de l'autre. Mais c'est une autre histoire, elle est parallèle à la salle de cinéma. Et si je peux me permettre de rajouter, j'ai cité plein de films pêle-mêle, mais c'est vrai qu'il y a plein de cas de figure. On peut être à la fois dans le cadre
d'une avant-première, c'est le cas de Rouge qu'on a montré avec Farid Bentoumi, et on crée un buzz. L'idée, c'est vraiment comme dans une avant-première normale, mais de créer un buzz, etc., grâce à cette projection numérique, et le film, on l'espère, sortira très prochainement. On peut aussi donner une deuxième vie, une deuxième chance à des films de patrimoine qui n'ont pas été très bien vus et qu'on va réexposer comme La Trahison. Et je rejoins Gauthier, c'est très, très important de redonner le goût, le désir de cinéma et de faire vivre cette cinéphilie par tous les moyens. Et puis après, on peut aussi, comme avec Tout simplement Noir, récupérer des films qui sont juste à la limite du lancement de la VOD et respecter la chronologie des médias et montrer un film qui est juste au moment où il est disponible en VOD. Oui, je vais juste rajouter que vous avez souligné deux choses importantes. C'est effectivement cette idée d'écosystème, parce qu'effectivement, on vit dans un écosystème. Et l'aspect partenariat de la 25e heure, partenaire de l'exploitation, c'est très juste. Et je rajouterais, et donc moi, je fais le choix, si je vais en salle augmentée, d'aller vers ce partenariat. Je rajouterais un point là-dessus, c'est que ça soit de façon locale, donc je vais l'utiliser de façon très locale, mais aussi de façon moins géolocalisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une proposition comme le Narcisse Noir. Pourquoi pas ouvrir cette université interage à l'ensemble de l'Hexagone, si c'est faisable, si c'est en accord avec le distributeur. Mais je rajoute un point, c'est que sur les opérations locales qui pourraient très bien se passer de la 25e heure et utiliser d'autres outils numériques, il y en a d'autres, on pourrait diffuser des films, des clips comme on souhaite le faire, autrement qu'avec la 25e heure. Mais il y a un aspect aussi qualité très, très important. Avec la 25e heure, on est sûr d'avoir, entre guillemets, un produit de qualité, contrairement à d'autres outils numériques que vous connaissez bien et qui sont beaucoup plus utilisés habituellement. Donc, on a fait aussi ce choix-là. Oui, et moi, je rebondirais aussi sur ce que disait Isabelle là, par rapport à des films de patrimoine notamment. Là, donc, à partir de samedi, on fait une rétrospective Raymond Depardon, avec une rencontre avec Raymond Depardon qui va notamment être diffusée d'ailleurs au Luxe, mais aussi au Méliès et dans d'autres salles un peu partout en France. Mais ce que tenait à faire aussi Claudine Nogaret, donc la femme de Raymond Depardon, c'était de mettre en avant des films inédits, notamment des courts-métrages, qui en fait n'auraient, entre guillemets, pas trop leur place. Enfin, ce serait très risqué, je pense, pour un exploitant de salle de cinéma de faire un programme avec 4 courts-métrages de Raymond Depardon, là où finalement on peut mettre ça en place avec plusieurs programmes de court-métrage sur la semaine, sans trop de risques en fait pour le cinéma qui va se greffer à ces séances-là, puisqu'il n'y a pas tellement d'enjeux économiques et ça ne mange pas la place d'une autre séance. Donc c'est vraiment une manière aussi de pouvoir avoir une programmation peut-être plus exigeante, plus risquée, et donc faire découvrir des films un peu plus de niche, on va dire. Pierre-Emmanuel, rebondir aussi sur ce que disait Gauthier. Juste une petite chose. Je vous laisse continuer après, mais je voulais rebondir sur la question de Jocelyne Amiro qui disait « Après le déconfinement, nous pourrons donc projeter un film en direct et participer à un débat virtuel ». C'est bien ça, c'est-à-dire qu'un exploitant peut projeter un film en direct et en même temps participer à un débat qui a lieu ailleurs. Complètement. Oui, c'est exactement ça. Et qui soit repris dans autant de salles de cinéma en France, voire à l'étranger. Sur Europa Cinéma, donc la Nuit européenne du cinéma, on a fait une séance sur 3 salles en France, avec des jauges limitées d'ailleurs. Parce que c'était des séances financées par Europa Cinéma, donc c'était des jauges limitées à 250 et en gratuit donc. Et c'était 3 salles françaises, dont le Luxe, et une salle en Belgique par exemple. Et alors la question relative à ça, c'est dans ce cas, comment se passe le paiement pour participer au débat ? Est-ce que les spectateurs paient un supplément, si je comprends bien, par rapport à… C'est intégré dans le ticket. Il y a un seul ticket. Il y a un seul clic à faire. Une fois que la séance est lancée, ça contient l'avant-séance avec les programmes que je vous présentais tout à l'heure. Ça peut être des bandes annonces, ça peut être une présentation par l'exploitant, le responsable du festival. Ensuite, la séance et la pré-séance. Donc tout ça se fait en un seul clic. Il n'y a pas à changer comme certains peuvent le faire. Ils vont faire une vidéo sur Facebook. Ensuite, ils vont dire aux gens d'aller sur Zoom. Et non, nous, tout est intégré dans une même séance. Et donc, un seul billet, sachant que nous, on incite en fait les exploitants à faire une tarification qui est à la fois similaire à leur tarification habituelle, pouvoir justement imaginer de faire des séances en simultané en salle virtuelle et en présentiel, et qu'il n'y ait pas de concurrence tarifaire entre la salle virtuelle et le présentiel. Mais on incite aussi à ce qu'ils demandent 1 € de plus, l'euro permettant de financer
par exemple, le paiement de l'intervenant. Mais là, je pense que la question était du côté du spectateur en présentiel. C'est-à-dire que si un spectateur en présentiel assiste à une séance et que derrière, il y a un débat retransmis depuis une autre salle, est-ce que dans ce cas-là, à la base, le prix, c'est un prix de séance normale, en fait? C'est pas un prix, oui, c'est le prix d'une séance normale, tout à fait. D'accord. Mais ce qu'on va mettre en place, là, qui n'est pas encore complètement qui est en train d'être mis en production, ça va être la possibilité pour un organisateur de séance. Donc, je ne sais pas, le cinéma du Panthéon, là, parce qu'on est en train de préparer un événement avec les cahiers du cinéma, une masterclass. Donc, l'idée, ça va être d'organiser avec une salle l'événement et qu'il soit repris par d'autres salles et que l'organisateur de l'événement qui paye la captation, donc il prend un engagement financier, il paye peut-être le déplacement du réalisateur, que cet organisateur retouche 10% de l'ensemble des tickets vendus dans les autres salles de cinéma. Alors, de la même manière, ça va inciter à créer des événements, à peut-être prendre des risques un peu plus importants que d'habitude, peut-être prendre le risque de faire venir un réalisateur de l'étranger, même si on a une salle en province, en se disant, si j'ai 20 autres salles qui le font avec moi, finalement, l'un dans l'autre, je vais à la fois me rembourser mes frais et puis même peut-être faire rayonner mon cinéma et dégager des bénéfices plus importants. Ça me paraît vraiment très, très important comme élément pour l'exploitation, pour le futur, pour cette histoire. Et ça résonne vraiment avec le côté augmenté, quoi. Vraiment. Ouais. L'idée, c'est de faire de la solidarité. En ce moment, on en a tant besoin. C'est que chaque lieu devient solidaire d'un autre. Chaque salle de cinéma qui crée un événement dit aux autres, voilà, je le partage avec vous, profitez-en. Parce que c'est ça qui va faire venir votre public. On le sait très bien. Je ne sais pas s'il y a des statistiques par rapport au temps de remplissage d'une séance avec un débat. On sait très bien que c'est bien supérieur. Donc aujourd'hui, là, on a des soirs où on a 8 ou 10 événements en simultané, mais qui en fait représentent peut-être 80 ou 100 salles. Donc en fait, on a 100 événements en simultané presque tous les soirs en ce moment. Et donc forcément, ça génère un trafic qui est vachement plus intéressant. Et au moment de la réouverture, ça va être, selon nous, un moteur extrêmement efficace pour relancer l'activité des salles, en leur permettant non pas d'avoir 3 séances événements par mois, mais peut-être une séance événement tous les mois. Alors avec du présentiel, avec un réalisateur vraiment présent de temps en temps, et puis les autres fois, le réalisateur ou la réalisatrice présent en fait à distance, en visio. Mais finalement, la qualité de l'échange est quasiment la même si c'est plus fort de l'avoir, évidemment. Mais voilà. Isabelle, vous vouliez intervenir, je crois. C'était juste pour confirmer, et ça c'est la remontée d'informations que j'ai grâce à mes fonctions au Pass Culture. On a une base de données et des datas quand même auprès de 115 000 jeunes inscrits de 18 ans. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir une remontée d'informations où on voit apparaître justement cette envie d'événement. Il y a vraiment une envie de sens. Donc le débat, il est vraiment plébiscité par les jeunes quand ils vont au cinéma. Mais il y a aussi l'idée d'assister à un événement exclusif. Donc ça, c'est très fort et je pense que là aussi, pour 2021, ça fera partie des réflexions marketing, enfin en tout cas pour tous ceux qui travaillent dans le marketing et dans l'industrie du cinéma, il faudra y réfléchir. Il y a cette demande-là qui est exprimée auprès des jeunes. Nous, on a fait une micro-enquête au sein de Cinéma pour tous, Brigitte l'a évoqué, où effectivement les jeunes nous font part de leur réaction quand ils regardent des films en virtuel. Mais je pense aussi que de tenir compte de cette envie de débattre, de discuter, de dialoguer, et cette envie d'événement et de faire partie d'une communauté exclusive, c'est vraiment très fort dans l'esprit des jeunes. Il y avait une question, pour le coup, assez technique de la part de Véronique du Studio République Leblanc. Est-ce qu'il faut avoir une bonne connexion Internet pour pouvoir visionner une projection de film dans de bonnes conditions sur la 25e heure? Oui. Gauthier... Oui, évidemment. Oui, comme moi, je n'ai pas de télé chez moi, je regarde du coup la télé par Internet. Donc, il est effectivement nécessaire d'avoir une bonne connexion. Sinon, même si c'est France Télévisions que je regarde, il délivre un très bon signal, mais si le mien n'est pas bon, ça ne va pas bien marcher. Donc oui, ça c'est l'un des freins qu'on a, et ce frein en fait, il va correspondre en termes géographiques à une sorte de fracture qu'on a en France, qui est la fracture numérique. Il y a des territoires aujourd'hui qui effectivement sont extrêmement mal pourvus en réseau fibré notamment. Et je pense qu'avec le télétravail aujourd'hui, pour d'ailleurs avec des municipalités régulièrement, sont en train d'accélérer en fait la mise en place d'un réseau robuste et de plus en plus efficace. Donc on peut espérer que l'un des effets positifs, s'il peut y en avoir, du Covid, c'est ça, c'est cette accélération du télétravail et donc de réseaux de télécom plus efficients, même dans des régions un peu reculées, quoi. Parce que finalement, paradoxalement, c'est là où il y a le moins de bons réseaux qu'il y a aussi le moins de cinéma. Et donc, où la 25e heure, à la limite, est la plus nécessaire. Donc,
mais on est tributaire de ça. Donc effectivement, on a eu des retours de spectateurs qui nous ont dit qu'ils avaient des problèmes pour se connecter. Et là c'est le blocage. Donc on va sans doute mettre en place un petit protocole pour inciter les gens à tester leur connexion Internet. Et à ce moment-là, peut-être ne pas acheter de billets si c'est pour avoir une mauvaise expérience, ça ne vaut pas le coup. Et on a un problème pour toutes les plateformes, de toute façon. On approche de la fin de cet échange et justement, Sylvain, tu levais la main. Je voulais avoir un peu ton ressenti par rapport à ta casquette d'exploitant du cinéma Concorde de Nantes. Est-ce que tu as déjà testé justement des séances avec la 25e heure? Bien, écoute, non, pour l'instant, pas encore. Je fais partie de ces cinémas qui se sont posés la question pour la première fois pendant le premier confinement et qui n'ont pas sauté le pas parce que, comme le disait Brigitte, pour nous qui travaillons dans le cinéma, l'ADN a toujours été l'ADN de la salle, du lieu, de la sortie. Mais ce qui n'empêche que tout ce que je viens d'entendre, je le trouve extrêmement intéressant et que ça pourrait m'amener à voir les choses différemment. J'aime beaucoup cette idée de salle augmentée. Voilà, cette idée que quand on est dans la 25e heure, on n'est pas sur une plateforme ordinaire, on est plutôt dans une salle augmentée. Et en tout cas, Pierre-Emmanuel explique bien comment il fait tout l'écosystème là aussi encore de la 25e heure fait écho à notre écosystème sur la question des recettes, sur la question des jauges, sur la question des droits. On est encore respectueux de l'écosystème du cinéma. Moi, j'aurais juste deux petites questions. Une très pratico-pratique. Est-ce que la 5e heure accompagne les salles dans leur communication envers la communauté de ces salles sur les réseaux et conseils en tout cas. Et puis la deuxième question qui est un peu le corollaire de ça, parce que sur la question des data et sur la question de ces gens qui se connectent, évidemment, est-ce qu'il y a après, vous avez remarqué des transferts de public sur des séances qui pour le coup ne sont pas géolocalisées, mais en tout cas géolocalisées de manière très très large et qui peuvent s'ouvrir un spectateur du Luxe de Caen qui effectivement s'ouvre à une projection du Méliès à Saint-Étienne et vice-versa, etc., etc. Est-ce qu'il y a déjà des passerelles qui s'opèrent comme ça entre différents cinémas? Alors, pour répondre à ta première question, c'était, excuse-moi, de coup, comment est-ce que vous accompagnez, c'est très pratico-pratique, est-ce que vous accompagnez les salles dans leur stratégie de communication, voilà. Pas assez. On a énormément de chantiers en cours, mais à terme, oui, il y aura un outil qui permettra non seulement de récupérer les datas. Aujourd'hui, là, il y a juste quelque chose qu'on est en production, c'est la faculté un spectateur de cocher l'acceptation de recevoir des newsletters cinéma par cinéma. Aujourd'hui, ils peuvent recevoir les newsletters de la 25e heure, et donc dans lesquels on communique sur les séances événements. Mais à court terme, toi, tu pourras recevoir vraiment ces datas et envoyer très régulièrement à ton public ta communication avec des outils clés en main, on va dire, c'est-à-dire de newsletters, par exemple, de campagnes Facebook. Ça, c'est pas extrêmement compliqué à ajouter, ce sera intégré. Après, il y aura peut-être des petits forfaits mensuels, mais on a tout intérêt, évidemment, à faciliter cette communication. Et on a aussi. Moi, ce que je voulais juste ajouter avant que Pierre-Emmanuel s'engage sur la deuxième question, c'est que ce travail avec la 25e heure, et Sylvain fait bien de le souligner d'une certaine manière, c'est que ça nécessite quand même que l'exploitant fasse son travail habituel, en fait. C'est du travail de réseau, parce qu'on est d'ailleurs sur une typologie de film finalement assez particulière à chaque fois. Donc, ça nécessite que l'exploitant soit présent et fasse son travail localement, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur la communication de Pierre-Emmanuel et de la 25e heure ou de la salle qu'on rejoint. Il faut vraiment faire son travail de proximité. C'est indispensable. Complètement. Ouais, mais merci Gauthier de le préciser parce qu'effectivement, il y a eu des salles qui ont eu des déconvenus et qui nous ont reproché que ça n'ait pas fonctionné. Et on leur dit, mais attendez, nous on est un outil, on est le maçon d'une salle en plus pour votre salle de cinéma. On essaye en plus de vous aider sur la communication. Ce n'est pas notre métier, c'est votre métier. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. C'est ce qui a de la valeur. Votre métier d'exploitant de salle de cinéma, c'est de programmer des films. Aujourd'hui, on vous propose une salle en plus, mais ça reste à vous de faire la communication, de choisir les films. Ce n'est pas à la demande, ce n'est pas de la VOD, c'est à la proposition d'un programmateur de salle.
C'est vraiment extrêmement différent. Mais voilà, donc il y a cet aspect-là qui est extrêmement important, c'est la communication vers le grand public, mais il y a aussi quand même quelque chose que nous on fait, qui est de créer en fait, on a créé une sorte de place de marché en fait, où des exploitants sont mis en contact avec des distributeurs, mais surtout sont mis en contact avec d'autres exploitants pour partager ces événements-là. Et ça, l'idée, c'est que la plateforme de la 25e heure du côté back-office permet de ça, de bien faire circuler l'information de qui a créé quoi comme événement. Donc là, c'est un agenda en ligne que je pourrais te faire découvrir. Et puis, tu vas voir qu'est-ce qui se crée en semaine 1, 2, 3. Et tiens, tel événement m'intéresse, je vais m'y greffer. Ce n'est pas la peine d'en prendre 10 en même temps, parce que tu ne vas pas pouvoir communiquer à un moment donné. Donc, il vaut mieux en prendre peu, mais bien les travailler. Et on s'est rendu compte, alors avec les salles qui travaillaient mieux, donc le Luxe à Caen, le Méliès à Montreuil, l'Arvor notamment, qu'ils arrivaient à avoir en ce moment particulièrement une communication comme jamais en fait, puisque la presse n'a pas grand-chose de positif à dire au niveau de la culture. Du coup, dès qu'il y a une initiative comme ça de prise, même dans une petite ville, la presse locale s'en empare, en fait des gros titres et concrètement, les salles sont parfois plus remplies qu'elles ne pourraient l'être. On a fait des séances à 250 entrées à l'Arvor, par exemple, alors que la jauge, je crois, est de 150 ou 180, je ne sais plus. Donc, on peut plus remplir. Et au moment de l'hybride, j'espère qu'il n'y aura plus que 50 spectateurs en salle virtuelle et qu'il y aura 250 ou 200 dans la salle, que ce sera un complément, mais qu'il y aura de nouveau un retour vers la salle. Et ça, c'est un dernier élément que je voulais signaler. Lors d'une table ronde l'autre jour à laquelle était présent aussi Stéphane du Méliès, il expliquait qu'un spectateur lui avait envoyé un email en lui demandant quelle est l'adresse du Méliès. Donc il s'était connecté à la salle virtuelle du Méliès, mais il ne savait pas que dans sa propre ville existait le cinéma. Et donc il demandait l'adresse pour y aller. Donc ça veut dire que ce système de vase communicant fonctionne, c'est une preuve de plus. Et on sait d'ailleurs très bien que ceux qui consomment le plus de streaming sont les plus gros consommateurs de cinéma. Que les gros consommateurs de séances en salle de cinéma virtuelle, en particulier des débats, seront les premiers à aller voir en os des réalisateurs quand ils seront dans leur salle à côté. Et je suis convaincu de ça, c'est qu'il faut donner le goût du cinéma et avec différents moyens. Mais je pense que la salle virtuelle peut être une manière de se faire peut-être 10 films par mois, 7 depuis chez soi et 3 dans la salle en présentiel. Mais c'est un vrai complément et un booster, on va dire, d'entrée pour la salle. Ça, j'en suis assez convaincu. Et un tout dernier élément, après, pour rebondir sur ce que disait Gauthier, qui va faire des séances pour l'université du 3e âge, on a reçu un email il y a ce week-end d'une spectatrice de Londres pour une séance au Phoenix de Londres. Elle était restée bloquée parce qu'il y avait 250 personnes maximales, donc elle ne pouvait pas se connecter. Et elle nous a expliqué que elle voulait savoir comment voir le film, qu'elle utilisait régulièrement son iPad pour voir des films en streaming, et terminé en disant « j'ai 92 ans ». Donc c'est une femme de 92 ans qui se fait des films sur Internet. Et typiquement, c'est un public énorme qu'on veut aller chercher, qui avec le confinement s'est connecté avec des tablettes via Zoom, etc., avec sa famille. Donc ils savent l'utiliser en fait, l'outil. Maintenant, ils ne peuvent pas forcément se déplacer, ils peuvent être en EHPAD, ils peuvent être en hôpital, ils peuvent être simplement ne plus avoir le droit d'utiliser leur véhicule. Et donc, c'est des publics qui passent sous les radars, qui ne sont même pas, vraiment recherchés par les salles parce qu'elles pensent que c'est un public qui est perdu. Non, il faut aller le chercher quand on a 80, 90 ans, voire plus, on peut aller en salle. Et les publics qui sont donc en hôpital aussi, en prison, ça c'est des publics qu'on peut aller chercher aussi. Et puis, ce à quoi on ne pense pas trop, c'est les jeunes parents en fait. Et les jeunes parents, évidemment, restent chez eux pendant des mois. Voilà, je suis bien placé pour le savoir, mais ça fait malheureusement des mois que je ne peux pas aller au cinéma. Parce que garder un enfant le soir, c'est compliqué. On ne fait pas forcément confiance non plus avant plusieurs mois à une nounou. Et donc, tout ça, c'est un public qui représente des millions de personnes et qu'il ne faut pas perdre. Il ne faut pas qu'ils perdent leur habitude, leur lien avec leur salle de cinéma. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. Il y avait une question de Marianne qui disait comment être tenu informé des événements organisés par les cinémas et pouvoir s'y joindre. Vous y avez en partie répondu, mais je pense que c'est aussi à chaque cinéma qui participe de faire la promotion. Et aussi via votre site, la 25e heure, qui recense assez facilement, en fonction de votre position géographique, tous les événements auxquels vous pouvez assister. C'est bien ça? Oui, là, si c'est une question d'une salle, il faut qu'ils prennent contact avec nous, qu'on leur crée leur profil
Et à ce moment-là, ils sont dans notre mailing list, ils reçoivent régulièrement le planning des événements qui vont être créés. Et surtout, ils vont avoir, là, dans les jours qui viennent, accès à ce calendrier en ligne qui leur permettra de voir un peu en temps réel les événements qui sont créés et de s'y greffer en quelques clics. Bah, très bien, ça donne envie en tout cas, et ça fait plaisir de voir toutes ces initiatives qui à la fois donnent envie aussi de retourner dans les salles, mais de pouvoir y aller d'une autre façon et d'avoir un petit peu de salle chez soi. C'est un peu ce qu'on retient finalement de ce laboratoire aujourd'hui, que ce soit par la réalité augmentée dans une première partie ou par la salle virtuelle, c'est que grâce finalement à toutes ces initiatives, on peut aujourd'hui avoir un peu de salle de cinéma chez soi, tout en évidemment préservant la salle comme lieu privilégié pour voir des films. Anne, je te relaisse la parole du coup peut-être pour terminer. Oui, je tiens à remercier très chaleureusement tous nos intervenants pour afficher ton soutien et pour la 25e heure et ses déclinaisons. Vraiment, merci beaucoup d'avoir participé à cette première étape du laboratoire. J'espère aussi que ça a plu à nos spectateurs et nos spectateurs aussi qui sont aussi nombreux à nous suivre en replay. Voilà, qui ne peuvent pas toujours se connecter en temps et en heure parce qu'il y en a qui bossent. Hein. Tout le monde n'est pas un chômage partiel, je crois, et qui nous regardent ensuite en replay. La deuxième partie du laboratoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, se tiendra le 1er décembre à 15h, donc mardi, une date très attendue, je crois. 1er décembre, le fameux. Et nous accueillerons le projet Ariane, qui est un projet de Balthus, qui permet de mesurer l'impact des campagnes digitales pour des sorties de films. Et on recevra le Pacte et Lucky Time pour un cas d'étude sur la sortie des Misérables et la manière dont ils ont réussi à toucher un public jeune dans les salles. Voilà. On se retrouve aussi pour ceux qui le souhaitent cet après-midi à 15h pour un live distributeur. Les live distributeurs, c'est important, même si vous les voyez en replay, mais c'est bien aussi de les voir en direct parce que ça réchauffe le cœur des distributeurs. Ils en ont vraiment besoin. Donc tout à l'heure, on retrouve Sophie Dulac, toute l'équipe de Sophie Dulac qui s'appelle Dulac Distribution d'ailleurs maintenant, l'équipe de Paname, il y aura Laurence Gachet qui sera là avec la réalisatrice de Cigare au miel, et l'équipe de Réseau Film, Florent Bugeaud. Il a vraiment besoin que vous l'encouragiez parce qu'il est très très déprimé en ce moment, donc j'espère que vous serez tous bien présents aujourd'hui à 15h. Voilà. Et donc un grand merci aussi à Aurélien pour avoir animé ce laboratoire, et Oscar présent à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.